Chers amis de Radio Courtoisie, bienvenue pour ce nouveau numéro. Odon Lafontaine, je me tourne vers vous. Donc, je signalais votre précédent livre, Le Grand Secret de l'Islam. Est-ce que, si je résume ce Grand Secret de l'Islam en disant que vous avez prouvé à la suite du père Édouard-Marie Gallet, de la grosse thèse de, je crois, 1000 pages, me semble-t-il, vous avez clairement montré que le Coran est une construction au cours de l'histoire, que la figure même de Mahomet est une construction historique, servant une des réalités géopolitiques de l'époque. Est-ce que j'ai à peu près résumé correctement votre propos ? Ça, c'est ce qu'on voit en surface, en fait. Et c'est déjà beaucoup de le voir, parce que c'est c'est vrai. Mais précisons quand même, quand on parle de Mahomet comme d'une construction historique, entendons-nous, c'est la figure prophétique de Mahomet en tant qu'il révèle l'islam qui est une construction historique. Il a existé un Mahomet dans l'histoire, et qui est assez différent, par les témoignages qu'on a retrouvés, contemporains de ses actions, assez différent du Mahomet de l'islam, en fait. Mais à réduire, en fait, on va dire, les études du père Gallet, et puis ce que découvrent peu à peu beaucoup d'autres chercheurs maintenant, juste à ça, on passe à côté du fait essentiel de la colonne vertébrale, en fait, de l'islam, et de l'hypothèse principale, en fait, du père Gallet, qui est d'expliquer que une nouvelle doctrine, on va dire, idéologique, politique et spirituelle est née au 1er siècle, à la suite des prédications chrétiennes, en milieu qu'il a appelé juif nazaréen. En fait, est née à ce moment-là l'idéologie, si on peut la définir comme étant un système politique qui promet d'éradiquer le mal du monde, qui promet de sauver le monde, en fait. Donc c'est le système dit messianique, c'est le messianisme. C'est le messianisme. Alors, il y a toujours des ambiguïtés avec messianique, parce que, par exemple, les juifs pré-chrétiens avaient des espérances messianiques. Ils n'avaient pas encore l'idée qu'ils sauveraient la terre entière, en fait, par exemple, et qu'ils éradiqueraient tous les méchants de la terre, par exemple. Est-ce qu'on peut parler du judaïsme talmudique comme d'un messianisme ? Dans un sens, oui. Parce qu'en fait, ça le rapprocherait finalement de l'islam. Oui. Mais alors, il est universel dans le sens où il a une vision sur le monde entier, mais il concerne qu'un petit nombre de gens. Il n'est pas universel dans son ouverture aux autres. Contrairement à l'islam, par exemple. C'est sûr que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, effectivement. Non, du tout. L'islam l'est, le catholicisme. Le catholicisme, l'islam le sont totalement. Mais pour revenir sur cette colonne vertébrale, il faut comprendre que ces systèmes-là, ces idéologies, en fait, déploient des espérances formidables. Et on peut assez bien les comprendre dans ces périodes électorales, en fait, où on voit qu'on peut être à fond derrière un candidat, non plus pour ce qu'il dit, pour ce qu'il est réellement, mais pour l'idée qu'il va nous libérer du mal, en fait. Il va nous sauver. Vous voyez, enfin, on peut penser à n'importe lequel, hein, les partisans de Macron comme ceux de Le Pen, par exemple. Et on peut faire cette analogie, en fait. À partir du moment où on rentre là-dedans, on en oublie le réel. On ne voit plus que le but à atteindre, en fait. Et derrière, on se reconstruit une fausse réalité. Le candidat est un champion, par exemple. Il va vaincre tout le monde, même si au final, je sais pas, il passera pas le premier tour ou le second, quoi. Ce type d'espérance, en fait, extrêmement fort, extrêmement motivant, et aussi extrêmement mortifère, parce que elle se fonde en fait sur l'idée qu'on pourrait éradiquer le mal du monde entier. Et à chaque fois, on voit que dans l'histoire, alors que ce soit chez les juifs nazaréens, chez les proto-musulmans, les musulmans, puis après, je sais pas, chez les communistes, par exemple, c'est le même genre d'idéologie. À chaque fois, on en vient à définir l'humanité en deux camps, que tout oppose. Il y a ceux qui portent le projet et qui vont libérer le mal du monde, qui vont établir une espèce de royaume parfait sur Terre. Et puis il y a tous les autres qui sont les affreux, en fait. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Il y a le camp du bien et le camp du mal. On l'a entendu chez George W. Bush, non ? Eh ben, il est dans ce type d'idéologie. Totalement. Il est dans ce type d'idéologie, Bush. Quand on divise l'humanité en deux, ontologiquement, en fait, par essence, entre les bons et les mauvais, on est dans ce type de système. Et on a vite fait, une fois qu'on a posé ces bases-là, on a posé en fait les fondements moraux à la persécution, voire l'extermination du camp du mal, puisqu'on estime qu'ils sont différents du camp du bien. Alors, Odon Lafontaine, nous n'avons malheureusement pas le temps de
de continuer sur ce premier livre qui est absolument passionnant. Et je vous conseille à mes auditeurs d'aller de taper le grand secret de l'islam sur n'importe quel moteur de recherche et de lire ce livre. Ce n'est pas la thèse du père Marie Gallet de 1000 pages, c'est un livre effectivement, de synthèse, de vulgarisation. Oui, c'est ça, mais c'est une excellente vulgarisation et je crois que vous avez réussi un excellent travail. Je précise une chose, c'est que votre essai a été supervisé par le père Marie Gallet lui-même. Ah ben on a travaillé ensemble. Donc c'est vraiment vous avez l'imprimature. Oui, plus que l'imprimature, c'est un travail commun. C'est un travail commun, d'accord, voilà. Bien, le technicien me fait signe que nous devons passer un petit bobino, donc nous sommes tout oui, mon cher Philippe. Odon Lafontaine, nous allons maintenant axer notre discussion sur votre deuxième livre, La laïcité mère porteuse de l'islam. Vous définissez, vous avez 3 chapitres qui sont aussi passionnants l'un que l'autre. Nous n'aurons pas le temps de les étudier malheureusement tous. Je vous propose de regarder en détail, autant que le temps nous le permettra naturellement, les 2e et 3e chapitres. Vous avez une étude particulièrement précise de l'émergence des Lumières, de l'idéologie des Lumières dans le monde islamique. L'expédition d'Égypte du général Bonaparte peut paraître comme un événement fondateur de cette arrivée des Lumières, du monde des Lumières dans l'islam. Alors, disons tout de suite que cette expédition du général Bonaparte a été un fiasco complet d'un point de vue militaire, oui. Mais c'est une expédition qui a été très fructueuse d'un autre point de vue. Pouvez-vous détailler ? Oui, en fait, si on peut placer en fait à cette fin du XVIIIe siècle la grande rencontre entre l'islam et l'Occident, même si elle avait déjà été initiée auparavant, notamment par la colonisation anglaise. Une rencontre. Ce qui se passe là, c'est que c'est à la fois sur le plan du symbole, c'est-à-dire des troupes soi-disant chrétiennes. Bonaparte n'avait pas grand-chose de chrétien. Arrive en terre d'islam, une terre d'islam historique. L'Égypte, c'est une conquête du calife Omar, vers 640, quelque chose comme ça, et qui représente une espèce de séisme pour les musulmans. Ça y est, les croisés reviennent dans leur esprit. Sachant qu'on a assisté depuis un siècle, 2 siècles même, à une décadence progressive de l'Empire ottoman, une perte de puissance. Il a perdu des batailles importantes, les Pentes au XVIe siècle, et puis le siège de Vienne qui est 1683. Oui. Et en fait, on voit que son autorité s'effrite petit à petit. Il ne tient plus l'Égypte même à ce moment-là. Les Mamelouks sont en révolte. Et les musulmans, avec cette expédition de Bonaparte, se retrouvent face à un Occident triomphant, fort d'idées nouvelles, galvanisantes, l'idéologie des Lumières, justement, qui a à voir avec ce que j'ai défini auparavant à propos du messianisme. Et puis une technique aussi contre laquelle ils peuvent pas grand-chose. Une artillerie mobile, par exemple, qui n'existe pas chez les Ottomans. Des avancées technologiques. Et donc c'est vraiment quelque chose qui les remet en question profondément. Et se poursuit après. Alors on va aller assez vite. Oui, se poursuit après. Donc toute une entreprise d'impérialisme, de colonisation, soit de colonisation directe, soit de mise sous tutelle de pays musulmans, au point que on avait quasiment toutes les populations musulmanes vers 1920 par exemple qui étaient sous tutelle de l'Occident. Ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui. Quasiment toutes, quelque chose que c'est de l'ordre de 80 à 90%, soit colonisées directement, soit dans des pays sous protectorat, soit avec une influence très très forte. Dans le même temps que c'était complètement effondré, la référence qui était l'Empire ottoman, dont le sultan portait le titre de calife, oui. Et c'est-à-dire derrière toute la structure traditionnelle de l'islam issue de sa construction Ka'a depuis le 7e siècle, et qui a jeté, on va dire, les musulmans dans un désarroi très profond. Sans cette structure-là, l'islam en fait a dû se recomposer petit à petit en partant de sa base, alors qu'avant on va dire qu'il était dirigé d'en haut en fait par des clercs, par des structures de pouvoir en rapport avec la hiérarchie ottomane.
Donc l'islam a été amené donc à se recomposer complètement au contact des idées nouvelles apportées par les Occidentaux. Alors particulièrement quand on parlait de Bonaparte en Égypte, là c'est flagrant. Bonaparte arrive avec un corps de scientifiques qui sont tous francs-maçons quasiment. La maçonnerie de cette époque-là est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui, donc faut mesurer un petit peu ce qu'on entend par maçonnerie, mais qui fondent l'institut en Égypte, qui cartographie, puis qui apporte donc ces nouvelles idées, qu'elles soient des idées, on va dire politiques, mais aussi techniques. Et à la suite de ça, les Égyptiens, se rendant compte donc du différentiel de développement, mettent en œuvre toute une politique de rattrapage en fait du retard sur l'Occident. Et cette politique de rattrapage qu'on appelle la Narda, la Renaissance en Égypte, se fait aussi avec une politique à peu près équivalente qui s'appelle les Tanzimat dans l'Empire ottoman. Mais ça ne va pas également sans remettre en cause, on va dire, la primauté de l'islam. Les penseurs musulmans se sont dit pourquoi est-ce que l'Occident nous a devancés? Pourquoi est-ce que les musulmans ont le dessous dans leur propre terre d'islam? Qu'est-ce que c'est que cet impérialisme qui nous humilie? On a un problème, en fait. Or, vu qu'on a la meilleure des religions, vu qu'on est le camp du bien et qu'eux, ce sont le camp du mal, notre problème ne peut pas venir de nous-mêmes, d'une certaine façon. Il vient de nous-mêmes dans le sens où on aurait mal appliqué notre meilleure des religions. Il y a donc un phénomène de retour aux sources qui se produit, et de retour à l'islam, un islam très fantasmé, celui de Alors, excusez-moi, mais avant le retour aux sources, oui. il y a quand même eu un sentiment effectivement d'infériorité technologique et une espèce de volonté très très ferme, très très forte de rattraper l'islam. De rattraper la modernité de l'Europe. Exactement. Et donc en adoptant les techniques, tant son coutume, mais les techniques. Exactement. Et dans ce phénomène de retour aux sources de l'islam, il y a également aussi comment on peut dire, l'appropriation d'idées nouvelles venues de l'idéologie des Lumières. Par exemple, l'idée nationale, l'idée de nation en tant que telle, elle s'est constituée petit à petit, et elle a été bien formulée par les révolutionnaires français de la Révolution française. En tant que telle, elle n'existait pas en islam. En islam, on avait la notion d'Oumma, d'espèce de communauté matricielle qui était celle de tous les musulmans. Et donc, on va voir, par exemple, des projets musulmans se développer, intégrant cette notion de nation. Que ce soit en Égypte, avec des nationalistes d'un type nouveau même, où on va mettre la nation au-dessus de la religion, par exemple. Ou que ce soit, par exemple, dans la Turquie des jeunes Turcs et de Kemal Atatürk, qui vont mêler, en fait, l'idéologie, le messianisme des Lumières avec l'idéologie et le messianisme musulman. Le cocktail des deux donne les horribles massacres des chrétiens là-bas. On peut dire que l'islam des Lumières, faut mieux être prudent avec ce terme-là, quoi. Ah oui. Si on mélange la terreur révolutionnaire et le djihad, et vous dites en effet, le local est assez explosif, quoi. Vous dites en effet à propos de Kemal Atatürk qu'effectivement il y avait une volonté de modernisation de la Turquie, donc d'avancer vers techniques européennes. Exactement. Le costume adopté, c'était le costume européen. Voilà, la mixité, par exemple, qui a été mise en place, la désislamisation des institutions. Oui, alors, mais parallèlement à ça, les chrétiens n'ont jamais autant été persécutés que par Kemal Atatürk. Exactement. En fait, ce que Kemal Atatürk a mélangé, donc ce sont des idées venues des Lumières, des idées venues de l'islam. L'idée nationale, en fait, venue des Lumières, elle exigeait que tous participent, en fait, d'un même élan à la communauté nationale, à la patrie. De la même façon qu'on l'a développé en 1789-93 en France. Et donc, il y avait des ennemis de la patrie, comme il y avait des ennemis de la République en ce temps-là. Atatürk définit sa nation ottomane comme étant uniquement constituée des vrais bons ottomans de religion musulmane. Alors après, il n'était pas regardé la teneur de la croyance. Ce qui comptait, c'est que ce soit marqué sur les papiers d'identité. Et on va dire que, comme en 93 par exemple, les éléments étrangers n'y avaient plus de place. Il fallait les éliminer. Ils appartenaient au camp du mal. Les brigands vendéens qu'on a massacrés par centaines de milliers, c'est l'équivalent, en fait, des Arméniens ou des Grecs du Pont ou des Assyro-Chaldéens qu'on a massacrés par centaines de milliers, voire par millions, dans les années 10 et les années 20. Je vois que vous avez un chiffre qui effectivement est assez clair, c'est que à la fin du 19e siècle, il y avait 20% de chrétiens en Turquie et il n'y en a plus à l'heure actuelle grosso modo. 0,2%. 0,2%. C'est anecdotique.
Alors c'est un chiffre, ce sont des chiffres. On a absolument. purifié Alors, le pays de ces chrétiens et de ces autres minorités aussi. Il y avait aussi des juifs. On peut vous répondre, on peut vous objecter que la Turquie au 19e était beaucoup plus étendue que la Turquie actuelle. Oui, alors moi je réponds, il s'agit de proportion, là, 20%, 0,2. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est exact, effectivement. Vous avez C'est pas raison. des chiffres. Oui, tout à Juste fait. une Après, histoire de virgule. C'est une histoire de virgule, hein, après tout. Bon. Donc vous dites que l'islam des Lumières, alors on en revient aux Lumières maintenant, constitue une ligne de force pour le plus grand bénéfice de l'islam, pour son projet de conquête. Donc ça peut paraître paradoxal que l'islam se soit attribué cette idéologie des Lumières pour conforter son projet mondialiste. C'est très paradoxal parce que dans le même temps, l'islam, on va dire, a fait son aggiornamento, sa réforme, à la suite donc de ce cataclysme qui a été l'effondrement de l'Empire ottoman et de la fin du califat. Et ils se sont reconstitués de nouvelles doctrines musulmanes qui ont incorporé les idées des Lumières, mais qui se sont définies en réaction par rapport à l'Occident. Donc c'est très paradoxal. Par exemple, si vous allez expliquer à Erdogan que son islam emprunte tout aux Lumières, enfin pas tout aux Lumières, entendons-nous, emprunte beaucoup aux idées des Lumières, c'est une insulte pour lui. Lui qui est un très bon musulman, l'héritier de Mehmet II qui a conquis Constantinople, c'est comme ça qu'il se voit, hein, qu'il se met en scène dans ses meetings grandioses. Donc tout ça est très très paradoxal en fait. On a affaire à un phénomène difficilement préhensible en fait, et très divers selon les types de musulmans. Mais à chaque fois, c'est la même chose qui est en jeu. C'est le même esprit messianiste, en fait. L'islam se définit dans ses textes et dans l'esprit de tous les musulmans croyants, quels qu'ils soient. Moi, j'en connais pas qui ne croient pas ça. Il se définit comme étant la solution à tous les maux de la terre. L'islam, si on applique la loi de Dieu, alors qu'on l'interprète pas, qu'on la modère pas, qu'on la spiritualise ou qu'on la spiritualise pas, ça c'est autre chose. Je me situe vraiment pas dans ce niveau-là. Moi, je regarde les textes. Si on applique la loi de Dieu, eh ben, en fait, on applique le bien. Et on se garde du mal. C'est exactement la recette du messianisme, en fait. C'est-à-dire qu'on a un programme politique qui permet de construire une société parfaite, qui divise l'humanité en deux camps, les gentils d'un côté, et les méchants de l'autre. Et aujourd'hui, que vous soyez un Turc partisan d'Erdogan, que vous soyez un Marocain sujet de Sa Majesté, que vous soyez un musulman très libéral, partisan de ce que lui appellerait un islam des Lumières, tolérant, machin, que vous soyez un salafiste dur ou un salafiste mou, vous pensez tous que vous avez le vrai islam, contre toutes les mauvaises interprétations des autres, bien sûr, et que ce vrai islam va mener au salut du monde entier. Ça, c'est c'est la caractéristique de l'islam d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on avait assisté à une poursuite. Prenez un autre système totalitaire, comme par exemple le communisme et la révolution bolchevique. On a vu rapidement qu'il y a beaucoup de factions qui se sont opposées les unes aux autres. Eh ben, sortez ces factions-là du cadre de l'État russe qui a fini par faire émerger le stalinisme, uniquement le stalinisme. Aujourd'hui, vous auriez des centaines, des milliers de factions communistes qui diraient c'est nous qui avons le vrai communisme, le vrai esprit révolutionnaire, qui sommes les vrais héritiers de Marx, de Lénine, de Trotsky, de tout ce que vous voulez, et qui se battraient entre elles. C'est la situation à laquelle on assiste aujourd'hui en islam, et c'est ce qui fait que le phénomène est difficilement palpable. Je vous rappelle, amis auditeurs, que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de l'Identité. Henri Dubost au micro, assisté encore une fois de lui-même, et qui va lire vos messages. Un auditeur, le bonapartisme, c'est l'appel du peuple, ce qui est loin de l'élitisme oligarchique de Macron. De Micron, dit cet auditeur. Alors allez-y, vous voulez peut-être... J'ai un petit élément de réponse, que c'est une chose que je développe dans le livre. Bonaparte, quand il prend le pouvoir, le dit Brumaire, il faut voir qu'il a derrière lui des financiers très importants de l'époque, là, les banquiers Fulchiron et autres, que je cite abondamment dans le livre, et qui n'aurait jamais pris le pouvoir sans ce soutien d'un gros cartel bancaire qu'il a remercié ô combien en leur donnant par exemple la Banque de France et beaucoup d'avantages. C'est à peu près ce que fait Macron, non ? Si on regarde un peu qui est derrière lui. Et qui va tirer parti de sa présidence à venir. Une auditrice, je vous appelle de Rome. J'ai une amie qui vit aux États, chapitre 3, si vous le voulez bien.
Ce chapitre 3 s'appelle tout simplement, il porte le titre de votre livre, il s'appelle « La laïcité, mère porteuse de l'islam ». Oui, il faut dire que le titre du livre, il y a un point d'interrogation. Ah, je n'avais pas vu le point d'interrogation. La laïcité, mère porteuse de l'islam. Voilà. Et la réponse est dans le 3e chapitre. Et là, c'est oui plutôt alors. C'est plutôt oui, voilà. Ouais. À différents points de vue. Donc, vous avez un paragraphe dans ce chapitre intitulé « Géopolitique anglo-saxonne et emballement du grand jeu mondial », où vous montrez, mais alors de la manière la plus limpide possible, que les grandes puissances d'argent et les grandes oligarchies sont au petit soin avec l'islam le plus radical et le plus obscurantiste. Oui. Alors, allez-y. Et là, c'est là, ça... Pour le remettre avec le titre, la laïcité mère porteuse de l'islam, il faut voir que ces grandes puissances n'ont pu émerger que parce que les Lumières leur ont permis d'émerger. Ça a été notamment le fruit de la Révolution française, qui a par exemple levé l'interdit sur le prêt à intérêt. En France, ça on en parle peu, ou qui a cassé les corporations, enfin bon, qui a permis l'émergence de grandes puissances d'argent petit à petit. Ces puissances au XXe siècle, dans leur quête de pouvoir, on va dire mondial même, se sont retrouvés à faire des alliances avec d'autres systèmes de pouvoir, et ils ont tout à fait identifié l'islam comme étant un outil politique très intéressant pour dominer les peuples. Alors, ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une alliance, on va dire, de la plus grande puissance mondiale qui sont les États-Unis d'Amérique, et de ceux qui les gouvernent, c'est-à-dire les grandes puissances d'argent américaines ou euro-atlantistes ou internationales, les intérêts militaires américains, avec l'Arabie saoudite et le wahhabisme, en fait. Et ici, on touche en fait au cœur nucléaire du système mondial de l'argent, à savoir que cette alliance permet, cette alliance stratégique, assure la sécurité de la famille Saoud, les gaves de pétrodollars qui leur permettent après donc de diffuser leur idéologie, permet aux Américains de conserver la suprématie du dollar dans les échanges internationaux, ce qui est capital et ce qui est une source de profit, mais incommensurable, dont on ne veut pas parler. C'est toutes les histoires de la création monétaire, en fait, qui sont des sujets un petit peu compliqués. Vous en parlez, c'est très technique, en effet. C'est un petit peu technique. J'en parle pas ici, mais il faut savoir que quand on contrôle l'émission monétaire, quand on contrôle la monnaie mondiale, comme par exemple le dollar, les profits qui sont en jeu sont colossaux. Et ils donnent un pouvoir à ceux qui les maîtrisent qui est sans commune mesure. On a aujourd'hui des gens plus riches que Crésus ne l'a jamais été, par exemple. Le Crésus historique. Ou l'empereur du Monomotapa, quoi, si vous voulez d'autres références. Et derrière ça, c'est encore plus vicieux. C'est-à-dire que cette promotion du wahhabisme, elle est également assumée. Elle permet, on va dire, à ces puissances-là de se servir de guerriers fanatiques dans leur jeu géopolitique. L'exemple archétypal, c'est la création du piège afghan pour les soviétiques, décidé par les services secrets britanniques, pakistanais, et puis qui ont fait rentrer dans la danse les Américains, qui ont organisé toute une révolte islamiste wahhabite en Afghanistan, pour attirer l'ours russe dans un piège et enliser son armée là-bas en lui faisant subir de lourdes pertes, mais on va dire en formant et en armant des moudjahidines, des djihadistes, dont Ben Laden par exemple, création de triste mémoire. Ce sont les créations des services secrets occidentaux, anglo-saxons particulièrement, pakistanais. Et puis ces métastases se répandent partout, quoi. Quand par exemple les moudjahidines ont quitté l'Afghanistan après la chute de l'Union soviétique et qui sont rentrés parce que c'était des brigades internationales, qui sont rentrés pour ceux qu'il était en Algérie, pour ceux dont c'était le pays en Algérie, c'est là qu'on a assisté à la décennie noire en Algérie. C'est terrible en fait, ce qui s'est passé. Ou alors ceux qui sont allés en Bosnie par exemple après et qui ont contribué à allumer les braises et le feu de la guerre en Yougoslavie. Au Kosovo, en Tchétchénie. Et puis on sait ce qui s'est passé depuis, par exemple en Libye, ou ce qui se passe actuellement en Syrie, ce qui s'est passé en Irak. Il y a une exploitation cynique, dégueulasse. Faut dire les mots comme ils sont, quoi. On va dire du fanatisme des guerriers wahhabites, du fanatisme d'un certain islam, au service de ces grands intérêts géopolitiques.
Alors, vous doutez bien que la mise en cause de l'islam, par exemple des fondements de l'islam, de sa prétention à dominer le monde, elle n'est pas vue d'un très bon œil par les gens qui en tirent un si grand profit. On a face à soi des adversaires quand même parmi les plus puissants qui existent. Le profit qu'ils en tirent est, je le rappelle, mais colossal, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler de socialisation des pertes et de privatisation des bénéfices. Oui. Parmi les pertes, il y a effectivement les dollars, j'imagine, mais il y a aussi les morts des attentats. Oui, les morts des attentats. Alors après, c'est très difficile de savoir qui organise effectivement les attentats. Là-dessus, le temps permettra peut-être de se prononcer en apportant des éléments. Je vous ai parlé de Ben Laden. Maintenant, on sait, par exemple, comment Ben Laden a été recruté, quel est le travail qu'il a fait. Mais alors ça, c'était dans les années 70, début des années 80. Ce qui s'est passé après, ça reste encore assez nébuleux. On va voir, on aura certainement des éléments. Mais ce qui est terrible dans toute cette affaire, c'est que j'ai l'impression, quand je parlais de laïcité, mère porteuse de l'islam, d'avoir un millefeuille de raisons, en fait. Et là, vous avez avancé des raisons géopolitiques qui sont très importantes, et on voit les puissances qui sont en jeu. Mais il y a derrière des raisons idéologiques également. On peut peut-être les voir pour ce qui est de l'exploitation du wahhabisme, sous cet angle-là. Ceux qui veulent un pouvoir absolu sur le monde, des très grandes fortunes, des très très grands financiers, par exemple, des très grands complexes militaro-industriels, se servent de tous les instruments de pouvoir qu'ils ont à leur disposition. Ils se servent de l'islam. Mais derrière, il peut y avoir aussi des logiques plus perverses. L'idéologie des Lumières, par exemple, a connu de nombreux avatars au XIXe siècle, au XXe siècle, l'apparition du socialisme, par exemple, l'idée qu'on viendrait à bout du capitalisme, qu'il y aurait le grand soir. Dans les années 50, on va dire le progressisme le plus important, c'était cette idée de la révolution prolétarienne. Or, les tenants de ces idées-là se sont retrouvés devant un problème, c'est que les ouvriers ne rentraient de moins en moins dans la combine. Avec le progrès économique, ils commençaient à accéder à la consommation, à acheter des voitures, à partir en vacances, ils avaient moins envie de faire la révolution. Et donc on s'est cherché des révolutionnaires de remplacement. On a cherché qui dans le monde se battait contre l'impérialisme et contre le capitalisme. Et on a trouvé les peuples qui se battaient dans les luttes de décolonisation, et en particulier les peuples musulmans. Là, en France, c'est flagrant. Et c'est l'idéologie Terra Nova. C'est ce qui a donné lieu après l'idéologie Terra Nova. C'est le soutien au FLN, en fait. En France, c'est-à-dire que vous avez plein de marxistes français, ceux de la gauche 1968, en fait, qui ont soutenu le FLN à fond, en disant, regardez, ce sont des bons révolutionnaires, sans se rendre compte qu'au cœur du programme du FLN et au cœur de la révolte des Algériens contre les Français, contre la férule française, il y avait l'islam. Il y avait la volonté de faire cesser la tutelle que l'État colonial français avait mise sur l'islam là-bas, qui était honteuse, d'une certaine façon, et qui était empreinte de mépris pour les musulmans. Et donc, les marxistes de 1968, en fait, si vous voulez, se sont amourachés des musulmans pour cette raison-là. Et quand ils sont venus après par l'immigration, ils les ont trouvés un peu comme des rebelles de service et de substitution à leurs ouvriers qui étaient quand même de moins en moins partants pour rentrer dans leur schéma idéologique. Et donc, ils se sont servis des musulmans comme des révolutionnaires de substitution. C'est-à-dire qu'on leur a fait jouer tous les rôles. En fait, ils étaient donc les nouveaux prolétaires, et puis après on leur a fait jouer avec SOS Racisme tous les rôles possibles. Je sais pas moi, de sous-traitance, de sécurité dans les quartiers, de dénonciation de l'extrême droite fasciste. Voilà, de caution morale à bon compte. Mais au final, toute cette gauche morale qui s'est servie des musulmans ne les a jamais considérés comme des musulmans. Et vous imaginez la réaction d'un musulman pour qui on dit, mais alors c'est ça pour toi? Moi je suis bon à servir dans ton logiciel, mais je n'existe pas en tant que personne. Et la révolte d'aujourd'hui des musulmans, la réislamisation des dernières générations, elle peut très bien se comprendre quand on voit la façon dont la gauche morale, la gauche caviar d'aujourd'hui, les a utilisés. Elle les a traités, quoi. Odon Lafontaine, merci pour ces explications très lumineuses. Votre livre est passionnant de bout en bout. Nous
nous n'avons abordé que peut-être le centième. C'est un livre extrêmement riche. La première partie, nous l'avons complètement occultée. C'est tout à fait dommage parce qu'elle est passionnante. Sans doute, là, c'est la patte du père Viau, me semble-t-il, dans cette première partie. Un peu. On a vraiment écrit ensemble. Si je peux ajouter qu'il n'est pas encore très sorti, parce que il sort d'ici 10 jours. Vous le trouverez en librairie. Il est aux éditions Saint-Léger. Il est en sous-presse actuellement. Il va sortir incessamment. Donc, merci de nous donner la primeur de ce livre. En tout cas, amis auditeurs, lorsqu'il sortira, précipitez-vous. C'est un livre de la plus haute importance, j'ose le dire. Bien, donc je me tourne vers mon troisième invité, Alain Dubos.